Donc, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser dans 3D Experience des pièces mécaniques à travers l'atelier Part Design. Donc déjà pour commencer, on va aller sur le site. Donc le mieux pour se connecter, c'est toujours de faire go.3ds.com/educloud dans un navigateur. Comme ça vous connecte à la bonne base de données. Ça évite des problèmes de connexion. Parce qu'il faut savoir en fait qu'il existe un autre site plutôt communautaire qui vous permet de vous connecter à la 3D Experience, mais c'est pas le site qui vous donne accès aux applications lourdes. Donc le mieux c'est de faire cette démarche-là pour vous connecter sur le site qui va bien. Il arrive que la connexion soit un peu pénible. Ah bah ça tombe bien. Quand vous avez ce problème-là, parce que là vous voyez, il me connecte pas, parce que ça peut arriver, ça aussi, malheureusement. Alors pour régler ce problème-là, il faut aller dans les paramètres de votre navigateur. Il faut taper, le mot-clé cache ici, pour aller, accéder au cache de votre ordinateur et il faut effacer, toutes vos données, qui sont non importantes, hein. Vous pouvez y aller, de toute façon là vous perdez rien du tout en faisant ça. Ça permet de réinitialiser en fait le cache du navigateur et ça évite le problème de connexion auquel j'ai été confronté jusqu'à présent. Donc je recommence, vous voyez go.3ds.com/educloud. C'est assez capricieux, hein, la connexion avec cet outil, des fois à travers un navigateur. Alors, je vous conseille aussi d'utiliser un navigateur comme Chrome, qui est plutôt efficace, ou Edge, ça fonctionne bien aussi. Je sais que j'ai eu des soucis avec Mozilla, mais c'est peut-être parce que je n'avais pas la dernière mise à jour. Utilisez toujours un navigateur à jour, hein, vous aurez moins de soucis. Donc là, vous voyez, ça a fonctionné après que j'ai purgé le cache, hein, donc c'est bien qu'on ait eu le problème, parce que ça peut vous arriver. Alors ensuite ici, donc là on va lancer nous l'atelier Part Design. Alors, quand vous avez un outil que vous utilisez régulièrement, vous pouvez aller, le chercher à travers la barre de recherche qui est la loupe ici. Vous tapez quelques éléments du mot-clé, vous allez le trouver dans vos applications et après je vous conseille de le mettre dans vos applications favorites en faisant un glisser-déplacer. Alors, je vais le faire avec une autre application parce que moi je l'ai déjà. Vous voyez, quand on fait ça, ça devient bleu ici, ça signifie que maintenant ça fait partie de vos applications favorites. OK? Alors si vous vous en débarrassez, pour vous en débarrasser, vous remettez sur la poubelle ici. OK? Donc voilà, ça c'est un moyen rapide d'accéder à l'application qu'on veut. On peut aussi accéder à ces applications à travers les rôles qu'il y a ici, parce que c'est les rôles qui vous donnent droit à des applications logicielles. Mais c'est souvent un peu plus compliqué. Alors sauf si vous avez très peu de rôles, ça peut être plus simple de le trouver comme ça aussi. Mais bon, dans tous les cas, la recherche ici fonctionne très bien, ou les favoris, ça fonctionne très bien. Donc pour lancer l'application, le mieux, c'est de cliquer sur les applications dans la liste ici. Donc, par exemple, là, on va faire des pièces. Donc, on va utiliser l'atelier Part Design. Donc, l'objectif, là, c'est qu'on va réaliser une pièce mécanique simple en utilisant toutes les options de l'atelier. Je suis désolé, il me demande de me connecter encore. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc on recommence, voilà. Donc l'objectif, donc comme je l'ai dit, c'est on va créer une pièce utile, on va créer un adaptateur pour un axe moteur, voilà, d'un axe moteur vers un autre axe. C'est toujours intéressant. Cet adaptateur, il pourra être imprimé en 3D et vous pourrez utiliser avec un écrou standard et une vis standard, vous pourrez adapter l'axe dessus et le serrer avec une vis et un écrou. On va vous expliquer ça. Donc en premier lieu, donc vous voyez, on a ici dans l'onglet les différentes pièces sur lesquelles on travaille. Donc là, on est sur un produit physique, une pièce standard. Donc la première chose à faire, c'est toujours de renommer, parce que comme ça, on s'y retrouve un peu plus facilement quand on fait des recherches dans la base de données sur les éléments sur lesquels on travaille. Donc là, par exemple, je vais l'appeler bride. OK, voilà, je fais OK. Donc pour faire ça, vous faites propriété, hein. La forme, vous pouvez redonner aussi un nom à cette forme-là, sachant que les formes, c'est des objets indépendants pour la 3D Experience. Bon, c'est pas une obligation, hein. Déjà donner un nom à votre pièce, c'est déjà important. Alors ensuite, on va trouver donc dans l'atelier Part Design, dans tous les ateliers, vous avez une barre d'icônes en bas, là, vous avez vu, qui est personnalisable d'ailleurs, hein. On peut tout retirer ou rajouter dedans au niveau des icônes, hein. Pour modifier la barre, si vous voulez la personnaliser, vous faites bouton droit dessus. Et là, vous avez les options de personnalisation ici, mode personnalisé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez rendre des petits onglets comme ça permanents, enfin des petits
petits éléments permanents. C'est-à-dire qu'en gros, ils seront toujours affichés si vous double-cliquez en haut à gauche de l'onglet. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez avoir toujours en permanence les éléments standards, c'est-à-dire les éléments de retour en arrière, copier-coller, mise à jour, vous cliquez ici en haut à gauche et ça apparaîtra à chaque fois dans chaque barre que vous appellerez ici. Donc, par exemple, là, je vais l'activer, je double-clique et donc ça apparaît maintenant en même temps que module, en même temps que fonction de base, etc. Ensuite, alors si au début vous êtes débutant, vous pouvez faire afficher les icônes et le texte ici, d'accord? Ça vous permet de savoir à quoi correspond chaque fonction. Bon, ça prend un peu de la place. Quand on est habitué, on n'a plus besoin de faire ça. Mais vous pouvez toujours le faire ici en faisant un bouton droit, voilà, comme je l'ai fait ici, et afficher les icônes ou afficher les icônes et le texte. Ok? Donc là, je suis revenu dans le mode, on va dire, simplifié. Alors, la première chose à faire pour créer des pièces, ben, c'est de travailler dans des plans. Voilà, donc les plans, vous pouvez les sélectionner en 3D ou dans les pièces. Alors là, je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. Ah oui, j'ai peut-être changé une option d'affichage quelque part, c'est possible. J'ai peut-être, oui, voilà, j'ai désactivé les axes et plans. Alors ça peut vous arriver aussi si vous avez oublié de changer une configuration. Vous avez les options d'affichage ici qui vous permettent de tout afficher ou de masquer des éléments. Ça peut vous permettre d'avoir plus de lisibilité, notamment pour retirer les repères qui perturbent un peu la vision de vos pièces. Donc là, donc ça c'était dans visualiser et les options ici. Donc là, je reviens là. Donc maintenant, je vais créer mes premiers éléments géométriques. Donc pour le faire, donc soit on clique sur l'icône ici, par exemple, esquisse positionnée, soit on clique directement sur un objet, un plan dans lequel on veut travailler, à partir de la 3D ou à partir de l'arbre du modèle qui est ici. Alors, quelquefois, vous ne voyez pas l'arbre du modèle parce qu'il peut arriver que vous ayez un arbre de modèle, vous voyez, qui soit caché comme ça. Le mieux, c'est d'aller sur le petit chevron ici à droite et de cliquer ici pour le verrouiller et le voir en permanence. Donc, maintenant, je vais créer mes premières géométries. Donc, je vais aller dans ce plan-là. Donc, je clique ici, par exemple. Je clique dans le menu contextuel ici, ou je peux cliquer là, c'est pareil. Le menu contextuel, il disparaît si vous vous éloignez du menu. Sinon, si vous allez dans la direction du menu, il reste affiché. Donc là, par exemple, je peux faire ça. Donc j'arrive dans cet atelier-là. Donc là, je vais pouvoir faire ma bride. Alors, je vais lui donner une forme cylindrique parce que ça s'y prête plutôt bien. Alors, si on la réalise en impression 3D, ça peut être gênant selon la position dans laquelle on va la mettre sur le plateau. Mais bon, là, je vais vous montrer comment on va le faire. Ça va être assez simple. Donc, on va faire un premier cercle. Vous avez vu ici. Donc, pour créer une géométrie, je clique sur les icônes qui sont en bas, je sélectionne les éléments 3D et je réalise ma géométrie. Il y a des géométries ici qui ont des petits symboles à côté. Ça vous permet en fait d'aller voir les autres options qu'il y a. Par exemple, des choses assez pratiques, faire un rectangle centré, faire un rectangle orienté, un parallélogramme, etc. Un polygone qui peut être utile, d'ailleurs on va l'utiliser après. Des éléments ici au niveau des cercles, toutes les options possibles. Au niveau des droites aussi, plein d'options envisageables. Ça, c'est pour créer des points géométriques de référence ou des géométries. Ici, vous avez la spline. Alors ça, c'est assez pratique. C'est pour faire des courbes avec une tangence automatique. Donc, pour faire des objets un peu design, ça peut être intéressant d'utiliser cette option-là. Ensuite, vous avez le trou-houblon. Moi, j'appelle ça trou-houblon. Oui, ils appellent ça trou-houblon aussi. Où on peut en fait faire des éléments géométriques comme ça qui peuvent être très pratiques mécaniquement. On est souvent amené à faire ce genre de forme-là. Donc, voilà, ça vous fait gagner beaucoup de temps pour le faire très rapidement. Alors, ce qui manque malheureusement là-dedans, c'est, il y a d'autres trous blonds, des trous de serrure, mais ce qui va me manquer malheureusement dans cet atelier, c'est l'option pour faire par exemple des engrenages qui auraient été assez appréciés. Ça apparaît pas. Dans certains logiciels, on peut le faire, hein, dans d'autres d'expérience, non, parce que en fait, ils considèrent que vous faites entièrement vos pièces vous-même, et que quand c'est des pièces standards, bah, vous les achetez dans un catalogue et vous les téléchargez sur Internet, et c'est pas vous qui les faites. Pour les engrenages notamment, c'est un peu compliqué de le faire dans la 3D Experience, il n'y a pas d'outil qui vous facilite la vie. Alors ici, vous avez d'autres options qui vous permettent de faire des groupes de pièces, des ensembles de géométrie. Ça, c'est une option intéressante qui vous permet d'effacer des données, je vous montrerai après, ou de relimiter des données ou de découper des éléments géométriques. Ici, c'est une option pour faire des congés, là, des chanfreins, des symétries. On peut faire différents types de symétries. Donc la symétrie de deux objets par rapport à un axe qui vont être identiques de part et d'autre. Alors ça s'appelle symétrie aussi, mais ça c'est plus un miroir, c'est-à-dire qu'on prend un objet d'un côté et ça le fait apparaître de l'autre vis-à-vis d'un axe. En fait, on inverse la position d'un objet par rapport à un axe avec un effet miroir. Ça, c'est une translation, ça vous permet de faire une répétition d'objets. Une rotation, ça vous permet de faire tourner un objet par rapport à un point.
Une mise à l'échelle, ça c'est quand vous avez un facteur d'échelle qui est pas bon sur des géométries, plutôt que tout refaire, bah, vous pouvez mettre à l'échelle l'ensemble. Et un décalage, ça vous permet de décaler un élément par rapport à un autre. Ça, c'est des éléments très intéressants quand on va commencer à travailler en 3D, pour faire des projections d'éléments 3D dans votre plan d'esquisse. Très utile ça, quand on conçoit des pièces dans un assemblage. Ici, ça vous permet de transformer un élément standard en élément de construction, c'est-à-dire un élément qui ne sera pas utilisé pour faire des géométries 3D. Donc, vous pouvez basculer de l'un à l'autre, soit avec le menu contextuel, soit avec l'icône qu'il y a là. Alors, le menu contextuel, je vous invite à l'utiliser le plus souvent possible, hein, il est extrêmement pratique, il est assez intelligent, il vous propose souvent les bons outils. Ça vous évite de faire des allers-retours entre le centre de l'écran et le bas de votre écran, ce qui vous fait gagner un temps précieux quand on cherche à gagner du temps en conception. Ici, alors ça, je vous conseille de le désactiver, c'est les points aimantés de la grille. D'ailleurs, la grille, on ne la voit pas, parce que moi, je la désactive en continu, je trouve que ça me pollue plus qu'autre chose. Vous pouvez la laisser si vous voulez, hein, si la grille, elle vous intéresse, vous pouvez très bien la laisser en cliquant là-dessus. Vous pouvez l'activer, la désactiver à volonté dans l'option visualiser ici. Ça, je vous conseille de le laisser, ça vous aide, mais ça vous pouvez aller voir toutes les différentes options, d'affichage, il y en a plein. L'objet, c'est pas de tout voir parce que sinon ça serait trop long de tout vous expliquer, mais de voir déjà tous les outils de l'esquisse. OK? Alors ensuite, ici, donc les points aimantés, ça fait que tout ce qu'on crée est aimanté sur la grille et ça peut être pénible quand on crée des géométries parce que si vous activez ça, alors qu'on voit pas la grille, vous allez voir, vous voyez quand je vous crée des points, c'est forcément, des points, discrets qui sont ancrés sur les intersections de la grille, qu'on ne voit pas, mais voilà, que je peux activer. Vous avez vu, on peut, heu, obligatoirement, voilà, on est obligatoirement sur les différents, points de la grille et pas sur les éléments intermédiaires comme ici, par exemple. Donc ça peut être pénible. Moi, je le désactive en continu. Vous pouvez le laisser si, vous avez l'habitude de travailler comme ça. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux créer un point en plein milieu, je suis pas embêté. Alors pour effacer, j'appuie sur supprime, hein, sur le clavier, sinon vous avez bouton droit supprimer aussi, hein, c'est comme ça qu'on peut retirer une géométrie. Ici, alors je vous conseille de laisser ça en continu, ça crée des contraintes géométriques automatiquement, des contraintes dimensionnelles aussi, ça permet de les rendre permanentes. Si vous désactivez ça, c'est temporaire, c'est-à-dire que ça va vous les afficher au début, puis ça va les effacer juste après. Donc ça peut être gênant de le retirer, mais dans certains cas, c'est utile parce que des fois, vous n'arrivez pas à placer une géométrie parce que ça crée automatiquement des contraintes dont vous ne voulez pas. Et donc, à ce moment-là, bah, désactivez ces éléments, mais pensez à les remettre derrière. Alors, donc là, je vous ai dit, je vais faire un adaptateur. Bon, déjà, je vais faire une pièce avec une certaine dimension. Donc là, j'ai fait un cercle que j'ai centré sur le centre du repère. Vous pouvez faire un cercle n'importe où et après dire que, alors excusez-moi, je suis encore en construction comme ça. Vous pouvez dire après que son point centre, est bien positionné par rapport aux éléments du repère. Vous pouvez rajouter des contraintes après, mais ça peut être, pénible de faire ça. Le mieux, c'est quand vous placez votre cercle dès le départ, de le positionner correctement vis-à-vis, du centre de votre repère. D'accord? Vous avez vu, il y a eu une icône qui a indiqué qu'il y avait un centrage automatique. Ça, je le désactive de manière permanente ici. Vous avez vu, ça m'indique que là, vous avez vu, je suis positionné en plein milieu du repère. Vous avez vu, le petit icône à côté de ma souris change. Voilà, je suis positionné. OK? Là, ça vous indique à peu près la taille de votre objet quand vous le déplacez. Mais dans tous les cas, en cliquant sur une arête et en cliquant sur l'outil contrainte qui est ici, vous allez pouvoir définir la géométrie, la dimension de votre géométrie. Donc, je clique là-dessus. Et là, par exemple, je dis que ça va faire un diamètre de 20. Allez, hop, c'est déjà pas mal. Ah non, c'est un rayon de 20, pardon. Rayon de 20. Ah oui, à ce propos, si vous voulez que ça soit non pas des rayons, mais des diamètres, vous pouvez faire bouton droit ici, quand vous avez cliqué sur la contrainte, et cliquer sur diamètre. Comme ça vous permet automatiquement de changer. Alors vous avez vu, ça apparaît entre parenthèses parce que j'ai déjà défini ici, donc forcément c'est redondant. Donc il me l'indique ici en mettant entre parenthèses la cote. OK. Alors, quelques règles de base. Donc là, on va faire un volume avec ça, hein, c'est un premier élément très simple. Alors 20, c'est peut-être beaucoup, ça, on va peut-être passer plutôt à 10 hein, en termes de rayons. Quelques astuces qui vont vous simplifier la vie quand vous allez faire des 3D. Alors déjà, faut faire attention dans 3D Experience, il faut jamais, positionner des traits les uns sur les autres. Vous avez vu là, j'ai fait un cercle exactement au même endroit que ce cercle-là. Ce qui fait que, en fait, il y a 2 cercles qui se chevauchent et ça, l'outil ne me laissera pas faire une 3D s'il y a des éléments géométriques qui sont les uns sur les autres. Vous allez voir, je vais sortir de l'application, donc on sort avec la petite flèche qui est ici. Je vais vouloir faire un volume avec ça, avec l'option extrusion, hein, c'est une des premières options que vous allez utiliser pour créer des volumes en 3D, à partir d'une esquisse, donc je clique dessus. Là, vous voyez, il ne me laisse pas faire, il me dit que l'esquisse, elle est auto-séquente.
d'accord? Alors, ça peut, pour vous, ne rien vouloir dire. Donc dans ces cas-là, quand vous avez cet élément-là qui vous dit que votre esquisse est autoséquente, vous revenez dans la définition de l'esquisse ici, et là, bah, vous pouvez, si vous ne le voyez pas, parce que des fois visuellement vous en rendez pas compte où est le problème, vous faites analyse ici et analyse d'esquisse. Et là, on va voir que, alors, on a un contour fermé, mais par contre, il me met un warning ici, il dit qu'il y a 2 courbes qui ferment ce contour-là. Donc ça veut dire qu'il y en a une en trop. Et donc si je clique sur mon cercle ici, je clique sur la touche supprime ou je fais bouton droit supprimer. Et là, vous voyez, je l'ai retiré. Du coup, le cercle que j'avais créé avant, on le voit. Et là, c'est bon. Si je veux sortir de l'atelier en cliquant ici et je veux faire un volume, vous avez vu, là, il me laisse faire. Ok. Donc là, il est d'accord pour faire une extrusion à partir de ce cercle. Bon, par exemple, on va lui faire une longueur 20. Oui, je pense que c'est pas mal. On fait ça. Ok. Alors, je voulais vous montrer aussi d'autres choses. Alors, ce problème-là, vous pouvez l'avoir aussi avec des points géométriques standards. Par exemple, vous mettez un point ici. Par exemple, je vais mettre un point là. Vous avez vu, c'est pas un point de construction, c'est un point géométrique. Si je sors, bah, vous avez vu, il me dit qu'il y a un problème avec l'extrusion. Parce qu'il n'est pas d'accord. Un point géométrique, c'est aussi un problème. Alors, pour revenir, je ne vous l'ai pas dit, mais pour revenir dans une esquisse, vous allez pouvoir aller dans l'arbre du modèle, sélectionner l'esquisse qui a permis de faire le volume qui est ici. Vous pouvez nommer les objets pour vous y retrouver aussi également. Et là, l'esquisse, ben, pour la modifier, je vais double-cliquer ici, ou d'autres options, je double-clique sur la géométrie. Là, il me dit qu'il y a un message d'erreur. Et après, je peux changer ici en cliquant sur l'outil esquisse ici. Donc là, mon élément, vous avez vu, il est géométrique. Si je le passe en élément de construction, alors là, j'ai un souci de sélection de mes trucs. Bon, tant pis, on va continuer comme ça. Donc, je vais sélectionner mon point ici. Et le point, je vais pouvoir le changer. Alors, pour sélectionner un objet, on peut aller aussi dans les géométries ici. Donc, vous pouvez sélectionner en 3D. Alors, je pense que j'ai un problème de filtration de sélection là. Mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver des fois qu'il y ait un bug, c'est peut-être un bug aussi. Donc, pour sélectionner un objet, vous pouvez cliquer ici et vous avez vu, je peux dans l'arbre du modèle aussi changer ses propriétés en faisant bouton droit ici, par exemple sur le point, et en disant que je veux qu'il soit, voilà, qu'il soit en fait un élément non pas de géométrie, mais un élément de construction. Et je peux basculer ici avec le menu contextuel aussi. Ça marche. Et si je veux le supprimer, bah, je peux le faire depuis ici aussi, ça marche aussi. Ok. Donc voilà. Donc faites attention au chevauchement. Vous pouvez avoir le même problème avec un rectangle. Par exemple, si je mets, vous avez vu ici, une droite sur un bord d'un rectangle, bah, ça va être redondant. Il ne voudra pas faire un volume avec ça aussi. Il va me faire un message d'erreur, hein. Vous avez vu, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il y a des imperfections géométriques, il y a des éléments qui se chevauchent, et du coup, ça le perturbe pour créer de la 3D. Ça peut vous arriver régulièrement. Alors, quand vous avez ce problème-là, le mieux, c'est toujours de faire, quand vous ne voyez pas directement ce qui ne va pas, c'est faire analyse d'esquisse ici avec la loupe. Et là, vous voyez que j'ai un cercle ici qui est fermé, celui-là, c'est bien. Par contre, là, j'ai une droite isolée. Et là, j'ai un contour implicite fermé. Donc, on voit bien que le problème vient de cette droite isolée qui est ici. Vous pouvez la supprimer directement en faisant ça. Voilà. Et là, je vois que j'ai 2 contours fermés, donc avec ça, je vais pouvoir faire des volumes. Il n'y a pas de problème. OK? Bon, moi, ça ne m'intéresse pas de laisser un rectangle ici. Je vais faire une sélection et je vais le supprimer. OK? Donc voilà, j'ai fait ma première géométrie. Donc j'ai un premier cylindre en 3D. Alors pour déplacer les objets avec 3D Experience, c'est super simple. Tout se fait avec le bouton central de la souris. Pour déplacer un objet en 3D, cliquez une fois sur le bouton central de la souris, vous le maintenez. Et là, vous allez pouvoir déplacer la pièce en maintenant le bouton central et en faisant des mouvements vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut ou vers le bas de la souris. Pour faire une rotation, vous maintenez le bouton central, vous appuyez une fois à droite et vous maintenez le bouton à droite. Et là, vous faites une rotation, d'accord, en maintenant donc le bouton central et le bouton de droite de votre souris. Et si vous voulez faire un zoom, vous maintenez le bouton central, vous cliquez une fois à droite, vous relâchez la souris et vous faites des va-et-vient verticaux et ça vous permet de faire des zooms. Donc vous pouvez combiner tout ça pour bouger l'objet dans l'espace. Vous allez prendre vite l'habitude, vous allez voir, c'est assez pratique. Donc tout se fait avec le bouton central, on le maintient, ça translate. On clique une fois à droite et on fait des va-et-vient, ça fait un zoom. On maintient à droite, ça fait une rotation. OK. Alors le centre de rotation, vous pouvez le définir en appuyant une seule fois sur le bouton central. Si par exemple vous voulez que ça pivote par rapport à peu près au centre du repère ici, vous appuyez une fois sur le bouton central et vous allez pouvoir maintenant faire des rotations autour de cet axe-là. OK.
Voilà, ça c'est ce qui était à savoir pour la manipulation 3D. Donc maintenant mon axe, bah, je vais créer, je vais faire une adaptation pour le moteur qui est ici. Vous avez vu, c'est un arbre avec un méplat, hein, c'est souvent ça qu'on a sur des moteurs. Eh bien, donc pour le faire, on peut utiliser l'outil mesure ici quand on ne connaît pas le diamètre de l'arbre, et des éléments qu'on va utiliser pour faire la 3D. On peut utiliser l'outil mesure qui est ici, dans outils, d'accord? Moi personnellement, je l'apprécie pas trop cet outil-là, parce que je trouve qu'il est compliqué à utiliser. Souvent quand je veux avoir des cotes, bah, le mieux c'est que je me mets par exemple ici et bah, je fais des projections. Par exemple, je fais une projection de ce cercle-là et après je peux avoir sa cotation assez facilement et plus efficacement que quand on galère avec l'outil. Vous avez vu, ça me dit que c'est un rayon de 3. Si par exemple vous voulez savoir à quelle distance est le méplat qu'il y a ici, bah, vous pouvez, alors faire des projections ou pas, la projection ça peut vous faire, gagner du temps, mais vous pouvez aussi vous passer de la projection. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la cote qui est entre ça et le cylindre qui est ici, alors je sais pas s'il va y arriver comme ça, on va regarder. Hop, si je fais une cote, alors il met ça par rapport au repère. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, mais là on voit qu'il y a une distance de 2,5 par rapport, au centre de l'axe. Alors ça peut être utile, pour ce qu'on va utiliser après. Et là aussi, on peut avoir une cote de cette manière-là, en sélectionnant un objet 3D. Donc là, je sais que c'est un rayon de 3 et que ça, c'est à 2,5 du haut. Donc forcément, c'est à 5,5 du bas. OK? Donc voilà, donc ça, je vais le retenir, ça va me servir pour faire, ma géométrie qui est après. Donc vous pouvez le laisser comme ça ici, hein. Donc ici, je reviens là, donc j'ai changé en cliquant ici, hein, voilà. Je reviens sur ma pièce d'origine, je clique ici sur esquisse rapide et là, je vais faire, bah, mon adaptation ici. Donc je vais faire un premier cercle qui a un rayon de 3 comme c'était indiqué. Alors je vais prendre de la marge parce que je veux le réaliser en impression 3D par exemple, donc je veux qu'il y ait un peu de jeu fonctionnel. Pour que ça rentre facilement, moi généralement, si je fais des couches de 0,2, je prévois un jeu de 0,3. Alors si c'est, je sais plus si c'est un diamètre ou un rayon. Si c'est un rayon, donc divisé par 2, voilà. Donc là 3,15, ça me fera un jeu, fonctionnel de 0,3 en diamètre. Normalement, ça devrait rentrer sans problème, avec une impression 3D avec des couches de 0,2, qu'une finesse de couches de 0,2. Voilà, donc là j'ai mon cercle. Je veux, aussi faire la découpe de mon méplat parce que l'idée c'est que j'ai aussi le méplat ici qui arrive. Donc vous avez vu, je trace une droite horizontale. On voit les tirons ici, ça indique qu'il y a intersection entre le bout de ma droite et mon cercle. Faites attention, s'il n'y a pas d'intersection, ça va vous poser un problème quand vous allez faire une géométrie après derrière. Vous avez vu, là, je suis trop loin. Alors si jamais vous êtes allé trop loin, vous pouvez sélectionner, le bout du point et sélectionner l'objet et comme ça, vous pourrez remettre après une contrainte, de coïncidence entre les 2. Donc là, bah, j'avais vu tout à l'heure, j'avais une cote de 2,5 ici, bah, je vais mettre, 2, encore une fois en laissant un jeu, alors là, c'est sur une seule direction, on peut laisser un jeu de 0,2. Donc là, par exemple, j'avais 2,5, donc je vais mettre 2,7. OK? Hem, tiens, c'est étrange, là, il me dit qu'il y a un souci. Je sais pas pourquoi. Donc là, on peut, grâce à l'outil qu'il y a là, supprimer, effacer, des éléments, qui sont, en contact jusqu'à une prochaine intersection. Ça, c'est pratique, vous les avez vus, pour faire le méplat ici. Alors, je pense que j'ai pas sélectionné le bon objet, c'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une redondance. Alors, quand vous avez une cote comme ça qui apparaît en rouge, ça signifie qu'il y a une impossibilité. D'accord? Je pense que j'ai pas sélectionné le bon objet, j'ai pas dû faire attention. Voilà. Donc là, je recommence ici, donc on avait dit 2,7. Ah, c'est une incohérence peut-être, en termes de dimension. Eh, parce que oui, voilà pourquoi. Parce que en fait, je croyais que j'avais mis un rayon, mais j'étais sur un diamètre. Donc là, ici, bah, je me suis trompé simplement. Donc en fait, il faut, hop, je le supprime et je vais revenir ici, je vais définir en fait son rayon à 3,15. Voilà, et donc voilà, c'est pour ça que ça n'allait pas, parce qu'en fait, je lui ai imposé, quelque chose qui était supérieur à son rayon, donc c'est pour ça qu'il n'était pas d'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait ma forme qui va pouvoir accueillir mon axe. Donc je sors de là. Je vais pouvoir faire une poche avec ça dans les fonctions de base ici, avec l'outil poche. Sur une profondeur, là aussi, si vous ne connaissez pas la longueur de votre arbre, le mieux c'est de la mesurer. Donc là, pour la mesurer, pour le coup, je vais utiliser l'outil 3D. Alors j'ai fait une esquisse ici qui sert à rien, je la supprime, hein, ça c'est pour éviter de polluer le modèle 3D pour rien, hein. OK. Et donc là, pour connaître la longueur ici de cet objet-là, le mieux c'est d'utiliser l'outil mesure. Pour le coup, ça, c'est assez facile à faire. Donc là, on peut mesurer un élément, par exemple ça, il va me donner la cote, vous avez vu, c'est une longueur de 15 millimètres. D'accord? Vous pouvez la laisser en permanence ou pas cette cote, ça c'est vous qui voyez. Donc là, je vais faire une bride qui va
aller un petit peu moins de 15 en profondeur, parce qu'il ne faut pas que ça aille jusqu'au bout, sinon le méplat va toucher le bord ici. Donc là, je vais faire un trou de 14 par exemple. Ok. Voilà. Alors 14 du coup, c'est mon cylindre n'est peut-être pas assez long, je vais le rallonger un petit peu. Et puis en même temps, je vais vous montrer aussi une notion intéressante que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est l'extension symétrique ici d'une extrusion. Ça peut être intéressant si vous voulez garder votre repère au centre de votre pièce quand vous faites une extrusion. Donc là, par exemple, je vais le faire à 15, comme ça va faire une bride qui va faire 30 de long. Et vous avez vu maintenant mon repère, il est au centre de ma pièce. Et vous avez vu que d'ailleurs l'esquisse du méplat, tout s'est adapté automatiquement, c'est resté sur cette face-là et ça s'est décalé. Ok. Donc là, j'ai un premier élément de ma bride. De l'autre côté, si je veux mettre un autre axe, c'est un peu le but d'une bride comme ça, si je veux ici, par exemple, aller vers un axe de 8, ça peut arriver. Donc là, voilà, par exemple, derrière, j'ai un axe métallique de 8 sur lequel je veux me brider. Bon, bah là, je vais mettre la longueur de 8. Encore une fois, c'est le diamètre. En prévoyant un jeu fonctionnel, donc par exemple 8,3. Voilà. Sinon, ça ne va pas rentrer, hein. Vous seriez obligé de repercer avec une perceuse. Et bah, pareil, je peux faire une profondeur de 15, 14, non, plutôt de 14, ça va être un peu fin. Si vous faites ça, ça ne va pas laisser beaucoup de matière au milieu, la pièce risque d'être fragile, donc je vais mettre plutôt une longueur de 10, juste pour qu'il y ait assez d'épaisseur de matière entre les deux axes. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, je vous avais dit que je ferais un système qui va permettre comment dire, de mettre un écrou à l'intérieur pour serrer en fait l'axe du moteur et éventuellement aussi serrer l'axe de ce côté-là. Alors pour ce faire, je vais faire d'abord un plan décalé. Vous allez voir à quoi ça sert après. Donc je clique sur l'outil plan ici quand je suis en 3D. Je clique sur l'objet qui est là. Et là, je peux mettre une distance. Par exemple, on va dire qu'on le met à 5 mm de décalage du plan qui est ici. Alors 5, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être trop même. On va mettre 4. Bon, je fais voilà, comme ça, un peu au pif. Pour qu'il y ait assez d'épaisseur de matière, vous verrez après pourquoi je fais ça. Et là, donc du coup, je vais me mettre dans ce plan-là. Et je vais faire une découpe pour accueillir un écrou. Alors déjà, il faut que je sache quelle vis je vais mettre dedans. Alors je vais aller chercher sur Internet dimension, écrou, M. Par exemple, je vais mettre une vis de 3. Donc si je ne sais pas quelle est la dimension d'un écrou M3, ben, je regarde sur le web. Bon, là, ça m'a ouvert une page avec un site d'achat, mais l'avantage, c'est que je vois ici que bah, finalement, ma dimension S pour un écrou M3, c'est 5,5 mm. Donc ça, je vais m'en servir pour, vous allez voir, faire une empreinte dedans. Donc, je vais faire une empreinte à 6. Et l'épaisseur, c'est important de la noter aussi de l'écrou. Donc là, je suis à 2,4, donc je ferai une épaisseur à 3. Donc je vais faire 6 et 3. Ça, c'est facile à retenir pour un écrou M3. Ok, donc là, je reviens ici, je reviens dans mon objet, pardon, plutôt ici. Donc là, je vais faire une empreinte d'écrou. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert, vous allez comprendre. Alors, je vais donc utiliser Polygone ici, qui est assez pratique pour faire ce genre de choses. Alors, je vais le positionner de manière à ce que l'écrou arrive comme ça à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il soit... alors, on peut le positionner, voilà, si on va essayer de le faire proprement quand même comme ça. Voilà, ici. Ça, je vais prolonger. Alors déjà, je vais mettre une cotation avant de changer quoi que ce soit ici. Donc j'avais dit que je voulais que ça soit une dimension de 5,5 dans cette dimension-là. Donc je vais mettre 6 pour que ça rentre avec du jeu, hein, toujours cette histoire de jeu qui est intéressante. Je vais positionner aussi cet objet-là par rapport à mon bord ici. Oh, je ne sais pas à quelle distance on va le mettre, ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Je vais mettre à 6, c'est pas mal. Qu'il y ait un peu de matière. Toujours, c'est une question qu'il y ait assez de matière pour que la pièce soit résistante. Comme on l'a fait en impression 3D, c'est quand même assez fragile. Donc prévoyez toujours une bonne épaisseur de matière pour que ça encaisse des contraintes. Et là, donc, je vais prolonger ce trait-là jusqu'ici avec l'outil qui est là, relimitation. Donc, je vais dire par exemple, je n'ai pas sélectionné le bon, je recommence, c'est pas grave. Faites échappe quand vous vous trompez de sélection. Et donc là, je vais m'arrêter au plan qui est là. Alors des fois, il ne vous laisse pas sélectionner le plan. Alors si ça arrive, vous avez vu, je me suis incliné avec la souris, je reviens en vue normale comme ça. Alors des fois, quand vous faites ça, ça change le sens. Voilà, ça peut arriver. Vous cliquez dessus encore une fois. Donc là, je vais projeter cet élément 3D. Vous avez dit que ça, c'était utile. Vous avez vu, donc la face qui est ici du cylindre, je vais la projeter dans mon plan d'esquisse. Ça va me donner une arête sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour faire mon prolongement. Je reviens ici. Et donc là, je vais me prolonger ici avec relimitation. Et je vais
il me dit que ça va changer la contrainte. Oui, c'est vrai. Je vais revenir ici. Vous avez vu, je vais mettre de la matière de ce côté-là. Alors après, il est plus d'accord pour différentes raisons. C'est la cote qui est ici. Hop. Voilà, qui lui convient pas. C'est pas. C'est parce qu'il en fait, il a créé une contrainte automatique. Bon. Alors on va procéder autrement parce que sinon ça va être un peu galère. C'est parce qu'en fait, j'ai pas fait attention. Il avait créé une contrainte automatique, donc je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Il y a un élément en fait qui est positionné ici, donc je vais pas procéder comme je voulais vous montrer, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser le prolongement, ça peut marcher, mais sinon vous pouvez aussi simplement faire une droite ici et aller jusque là. Refaire une droite qui part de ce point-là, vous avez vu. Alors si vous voyez pas bien, le mieux c'est de zoomer. Et c'est pour ça que la grille m'embête, hein. Voilà, je la mets ici, je retire la grille, je clique là, je vais ici. Alors si mon trait n'est pas horizontal, c'est pas grave, vous pouvez le rendre horizontal après, hein. Par exemple, je veux que ça soit horizontal, je clique là-dessus. Voilà. Vous avez vu, il y a la lettre H qui apparaît. D'ailleurs, celui-là, c'est pas indiqué qu'il est horizontal. Je vais le proposer aussi, voilà, en faisant H. Là, je vais utiliser la petite gomme qui va bien pour retirer tous les traits qui me servent à rien. Là, je vais utiliser la petite gomme qui est ici, effaceur. Je vais retirer ça. Je vais pas dû cliquer, je vais retirer ça. Alors, vous pouvez rendre une fonction permanente en double-cliquant dessus, hein, ça marche aussi. Voilà. Et là, je vais pouvoir effacer plusieurs choses en faisant ça. Je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer ça, je vais effacer ça. Hop, et voilà. Alors là, il me dit que mon contour n'est pas, on voit que mon contour n'est pas fermé. Alors je ne le vois pas vraiment pourquoi il est pas fermé. En fait, un contour est fermé quand vous avez une petite zone colorée à l'intérieur qui apparaît. Ça, c'est dans la dernière mise à jour de la 3D Experience, c'est assez pratique. On voit quand un contour, directement quand un contour est fermé ou pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas créer de géométrie avec des contours ouverts. Alors si, c'est juste que le logiciel a bugué, il ne me l'a pas indiqué. Vous avez vu, je suis allé dans l'analyse d'esquisse, il m'a dit qu'il est fermé, donc c'est bon. C'est comme ça que ça aurait dû être affiché. Donc j'ai quelques petits bugs d'affichage, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, ça peut arriver avec le logiciel malheureusement. À ce moment-là, vous le fermez, vous relancez, mais comme là je suis en train d'enregistrer, je ne vais pas le faire parce que c'est assez long. Ça résout généralement tous vos petits problèmes d'affichage. Donc vous avez vu, donc j'ai fait cette forme-là. Donc je vais sortir et je vais faire une poche avec ça dans l'autre direction. Alors pour changer la direction, on clique sur la flèche qu'il y a là, ou on inverse avec la flèche qui est ici, c'est pareil. Ok. Donc là, je vais dans cette direction-là, je vais creuser à une distance de 5 mm. Non, j'avais dit l'épaisseur de l'écrou, c'était pas, c'était 2,5, donc je vais passer à 3. Voilà. Et là, j'ai fait, vous avez vu, une encoche qui va pouvoir accueillir un écrou. Je vais pouvoir glisser un écrou là-dedans. Et après, je vais pouvoir faire passer ma vis au travers. Mais là, il n'y a pas de trou pour faire passer la vis. Alors, comment je vais faire pour faire un trou pour faire passer la vis? Bah, je reviens ici dans la géométrie qu'il y a là. Et je vais pouvoir positionner en fait un perçage au centre du trou que je viens de faire ici. Alors le mieux, ce qui peut être le plus rapide, c'est de le faire avant. Parce que là, en fait, il faudrait que je positionne mon cercle par rapport au polygone qu'il y a là. Mais je vais vous montrer une petite astuce. On va le faire avant, le cercle. Alors, je vais faire passer dedans un axe d'écrou de taille M3. Donc, je vais le placer ici. Alors, vous avez vu, il est pas forcément centré. Mais vous pouvez dire qu'en fait, les objets sont concentriques en cliquant sur le cercle. Et puis, l'objet sur lequel vous vous référencez en cliquant sur la contrainte ici et en appuyant sur la touche CTRL pour sélectionner les deux. Vous cliquez ici, vous avez coaxialité. Ça permet de centrer un cercle sur un autre cercle, par exemple. Là, je mets une contrainte ici. Alors, j'ai dit que je voulais avoir un axe de dimension, enfin, je voulais avoir une vis de 3 mm de diamètre. Donc là, je vais laisser un trou un peu plus grand que 3 mm. Je veux dire que ça fait 3,2. Voilà. C'est un peu plus gros pour laisser passer l'axe de la vis. Je sors. Et là, vous avez vu, il m'a laissé un cylindre dedans. Et justement, c'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je vais cliquer dans mon plan d'esquisse ici, et je vais récupérer ma géométrie de cylindre qu'il y a là, je vais la projeter, je sors. C'est comme ça, mon cylindre, il est centré. Alors, ça fait une fonction qui sert à rien, mais finalement, ça vous fait gagner du temps après. Donc là, je vais faire une poche, et je vais dire que la poche, elle va aller dans cette direction, elle va aller jusqu'à la surface qui est là. Voilà, donc ça va s'arrêter. Alors, j'aurais pu dire jusqu'à la surface qui est là, d'ailleurs. J'aurais pu dire jusque là. Et après, dans l'autre direction, parce que la poche, elle peut aller dans deux directions en même temps, je peux dire que ça va jusqu'au dernier. Et là, en faisant ça, bah, j'ai fait, hop, un trou traversant qui va du haut de ma pièce ici, qui passe à travers l'écrou que moi, je viendrai glisser à l'intérieur quand je ferai mon impression 3D.
et qui viendra appuyer derrière sur mon axe qui est ici. Donc là, vous avez vu, j'ai fait en gros une vis de pression, mais dans du plastique. L'intérêt de la vis de pression, c'est que ça ne peut pas tenir, une vis de pression ne peut pas tenir dans un taraudage en plastique, ça serait trop fragile. Donc moi, je le fais en métal en insérant un écrou d'une vis M3 à l'intérieur. Je viendrai glisser à l'intérieur, je viendrai mettre mon axe au travers, et du coup, vous aurez un taraudage métallique ici qui sera dans votre pièce et qui vous permettra, en serrant la vis plus fort, d'appuyer sur l'arbre qui est ici et de faire en gros une vis de pression en impression 3D. Ça, c'est une petite astuce pour avoir quelque chose qui tient bien et qui est arrêté en rotation vis-à-vis d'un axe. Alors, vous pouvez même faire du zèle, hein, si vous voulez en mettre plusieurs, vous pouvez. Là, j'en mets qu'un. Une vis, généralement, ça suffit quand il y a un méplat. Mais si on peut en mettre plusieurs. Et par exemple, ce qui va être intéressant, c'est que de l'autre côté, bah, je vais refaire cette géométrie que j'ai faite là, ici. Je vais la symétriser pour que ça me fasse aussi une vis de pression de l'autre côté. Donc là, je sélectionne l'objet que je veux symétriser, je sélectionne le plan sur lequel je veux faire ma symétrie. Vous avez vu, il va le faire apparaître ici. Alors là, malheureusement, il est un peu trop près du trou qu'il y a là, parce que le trou est plus grand. Mais ça, c'est pas gênant, parce qu'en fait, ici, quand j'ai défini mon plan sur lequel je travaille là, j'ai dit qu'il était à 4 mm. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre à 5, par exemple. Voilà. Et là, bah, vous voyez, c'est bon comme ça. Par contre, il n'a pas symétrisé la poche. Il faut aussi que je symétrise la poche, parce que vous voyez encore le cylindre qui est ici. Donc, vous cliquez sur symétrie, cliquez sur l'objet avant, hein, cliquez là-dessus, et il va me faire la poche des deux côtés. Et voilà. Et de ce côté-là, il faudrait peut-être en mettre plusieurs, parce que là, pour le coup, vous êtes en prise sur une arête qui est cylindrique. Ça peut être un peu, enfin, pas très résistant d'en mettre qu'une. On pourrait en mettre trois, des vis. Alors par contre, Katia a un gros défaut, enfin 3 d'expérience, pardon, a un gros défaut, d'ailleurs c'est vrai aussi pour Katia, c'est qu'il n'est pas capable de faire une répétition d'un truc symétrisé. Parce que là, j'essaie de faire une répétition, il veut pas. Ça, c'est un peu pénible. Si les éditeurs de logiciels pouvaient corriger ce problème un jour, ça serait bien. Parce que dans d'autres logiciels, c'est possible, hein. Il n'y a que dans 3 d'expérience que ça l'est pas. Donc voilà. Donc du coup, ça m'embête. Ce que je peux faire, ça va être compliqué. En fait, il faudrait que je refasse la même géométrie ici, il faudrait que je refasse la fonction moi-même et que après je fasse une rotation, ou simplement que j'en mets 3 de chaque côté. Tant pis, j'utiliserai pas ceux qui sont ici, vu qu'un, ça suffit. Mais je peux aussi, avant de faire finalement ma symétrie ici, d'ailleurs je vais tout supprimer, hein, je peux supprimer à tout moment les objets de mon arbre de modèle en faisant sélection, contrôle et supprime. Je vais répéter ça, donc là il va me laisser faire parce que c'est la fonction originelle. Je vais faire une répétition circulaire. Une répétition, c'est pratique pour refaire une géométrie par rapport à une référence qui va être par exemple l'axe de rotation de ce cylindre. Donc là, je clique sur le champ du cylindre, il comprend que je veux prendre l'axe. Je veux mettre 3 répétitions de ma pièce à 360 divisé par 3. Si vous êtes nul en maths, vous pouvez faire ça à 120 degrés. Vous avez vu, il calcule automatiquement. On peut faire des calculs directement avec l'outil. Je peux répéter aussi ma poche. Je vais faire la même chose. Je vais faire une répétition circulaire. Je vais prendre comme élément de référence mon cylindre, donc mon axe. Et là, c'est déjà à 120 degrés, il a gardé les paramètres d'avant. Voilà. Et là, je fais OK. Et voilà, donc j'ai fait ma bride ici, répéter. Et là, tiens, est-ce qu'il voudra bien que je fasse une symétrie de ma répétition circulaire? Je ne sais pas. On va vérifier, tiens. Hop. Ouais, ça, il est d'accord. Il est d'accord pour faire des symétries de répétition, mais il n'est pas d'accord pour faire des symétries de symétrie ou des répétitions de symétrie. Question de la logique, cherchez pas, j'ai du mal à la comprendre. Donc là, je vais faire une symétrie aussi de ça par rapport à ça. Voilà. Et voilà, j'ai tout symétrisé de l'autre côté. Donc là, vous avez une bride réalisable en impression 3D qui peut adapter par exemple un axe de 8 mm sur mon axe de moteur qui était un axe de 6 ici avec un méplat. Pour faire un petit peu de finition, on peut rajouter un petit congé ici ou un petit chanfrein. Ça, c'est plus pour le design. Alors, si on fait de l'impression 3D, il vaut mieux faire des chanfreins, par exemple à 1 mm. Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes pour faire des chanfreins en même temps. Par exemple, je vais sélectionner les deux côtés ici, à 45 degrés. Allez, hop, voilà. C'est peut-être un peu gros, 1 mm. Bon, ça a l'air d'aller. On va peut-être, si vous voulez le changer, vous devez cliquer dessus dans l'arbre du modèle hein, ou dans la 3D. Je vais le mettre à 0,6. Voilà. OK. Et voilà. Donc là, j'ai fini ma pièce. Si je veux faire une pièce maintenant en impression 3D, ben vous allez ici, déjà vous enregistrez votre pièce, vous faites CTRL S, ou vous cliquez ici sur la petite flèche en haut à droite, ça marche aussi, c'est l'enregistrement.
Alors ça peut être un peu long parce qu'il enregistre en ligne la plupart du temps, selon comment est configuré votre environnement chez vous. Et là, après, ici, vous cliquez sur exporter. Pour le faire en impression 3D, vous faites exporter, ici, sur la petite flèche. STL, bon, par exemple, je vais mettre ça dans mes téléchargements, c'est souvent que là, je mets mon bazar à cet endroit-là. Je vais l'appeler Bride, je fais OK. Et après, bah voilà, j'ai mon STL, donc je peux mettre ça dans un outil, un slicer, puis en fait l'imprimer. Alors moi, je vous conseille cette pièce-là de l'imprimer pour que ça s'imprime bien, de poser cette face-là sur votre plateau d'impression et d'imprimer l'ensemble. Il va juste avoir un petit peu de défaut dans le fond ici. Ça, il y aura pas de défaut parce que vous avez vu, je l'ai mis je sais plus, à 45 degrés, je crois. Et donc du coup, ça, il peut l'imprimer sans mettre de support en dessous. Et le cercle ici, si vous l'imprimez sans support, il va y avoir un peu de défaut aussi, mais globalement, ça ira. Moi, j'aime pas imprimer des pièces avec du support parce que le support, un, c'est pénible à retirer, deux, ça fait des surfaces pas très jolies. Le mieux, c'est de le faire sans support. Je pense que celle-là, vous la posez directement sur le plateau d'impression ici. Vous mettez peut-être une petite bordure ici pour que ça adhère au plateau correctement. Et après, vous lancez l'impression et ça devrait se faire plutôt bien. Il y a juste le fond ici qui sera un petit peu dégradé. Les perçages ici qui vont être un petit peu dégradés, mais globalement, ça va pas être gênant. Et vous devriez pouvoir sortir directement la pièce de votre machine et l'utiliser tout de suite sans avoir à faire de traitement sur votre pièce. Donc voilà, on a vu quelques éléments de base pour faire de la géométrie 3D et en plus on a fait une pièce utile. Dernier point, oui, on va masquer les axes et les plans ici, enfin les plans. Voilà, ça, vous pouvez faire sélection multiple avec CTRL ou avec majuscule, faire cacher afficher. Vous pouvez faire aussi cacher afficher directement dans la 3D ici en faisant bouton droit sur l'objet que vous avez sélectionné, cacher afficher, ou sinon vous le faites ici, cacher afficher. Voilà. C'est juste pour avoir un plus beau rendu. Donc là, on a vu comment faire des géométries simples, on a vu comment faire des extrusions, des poches, des symétries, des révolutions. Il y a plein d'autres options derrière, je vous invite à aller voir ce que ça fait. On peut travailler par exemple en booléen, ce qui peut être intéressant pour travailler qu'avec des volumes et faire des soustractions de volumes. Dans certaines entreprises, on travaille avec ça. Donc là, l'objet, c'est de faire qu'une initiation, on ne va pas aller très loin, mais sachez qu'il y a plein d'autres outils très intéressants à utiliser, notamment l'outil Coq aussi pour faire des boîtiers qui peut être très sympa. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt.